Bienvenue dans Ecomonde, mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre partout dans le monde. Merci à vous qui avez réagi la fois dernière et vous étiez très nombreux à nous appeler. Merci beaucoup. Continuez à réagir de la sorte. Nous continuons ce soir. Vous savez très bien, le 18 mai dernier, à Paris, c'était un grand rendez-vous économique et financier avec les grands États, les grands chefs d'État, les pays africains qui étaient à Paris. Ils étaient tous à Paris pour ces grands rendez-vous des financements des économies africaines avec les Fonds monétaires internationaux, les grands partenaires de pays africains, et bien sûr avec la Banque mondiale aussi. Mais nous allons parler de ces sommets. Pourquoi 61 ans après l'indépendance de certains pays africains, de beaucoup de pays d'ailleurs, de certains États, 61 ans après, nous tendons toujours la main vers les bailleurs de fonds, les fonds monétaires internationaux, avec 285 milliards de dollars américains qui étaient sur table pour des États à faible revenu. Voilà, avec ça, nous avons invité pour vous le professeur Omeonga Nico. Il est professeur des universités, mais il est professeur à temps plein à l'Université pédagogique nationale, l'UPN, voilà. Et il est promoteur du centre hospitalier La Main de Dieu au quartier Mombélé dans la commune de Lumétier. Voilà, avec lui, toutes les questions elles seront passées au peine fin. Professeur Nico Omeonga, bonsoir. Bonsoir. Madame. Bienvenue dans Ecomonde. D'ailleurs, vous êtes un habitué d'Ecomonde. Merci. Mais il y a un moment où vous ne veniez plus. C'était à cause de la santé ou quoi? Oui, c'est vrai. J'étais mal en point. Dieu m'a fait grâce. J'ai arrêté. Vraiment, vous êtes chercheur, vous êtes expert en finances publiques et économie, tout ça, vous êtes économiste. Alors, les grands rendez-vous du 18 mai dernier, 2021, bien sûr, et avec les sommets qui devaient parler du financement des États, des économies africaines. Les grands rendez-vous, 60 ans, 61 ans déjà, nous tendons toujours notre main vers l'extérieur, vers les grands bailleurs de fonds. Bien sûr, c'est par rapport à la crise sanitaire aussi, les ralentissements de notre économie ou des économies africaines, c'est dû à la crise sanitaire avec la Covid-19, bien sûr. Mais vous pouvez d'abord faire un état des lieux en présentant les économies africaines, puisque nous sommes aussi à la présidence de l'Union africaine. Comment présentez-vous ces grands tableaux des économies africaines? Merci pour la parole. Laissez-moi vous dire que, madame, c'est la mort dans l'âme que j'ai accepté de répondre. C'est pour vous honorer, c'est pourquoi j'ai répondu à cette invitation. En tant que panafricaniste, je suis totalement désolé et que vous puissiez considérer que ce qui a eu lieu le 18 mai, vous le considérez comme un grand rendez-vous. Et s'il en est ainsi, donc c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Moi, je ne peux pas comprendre pour des pays africains qui, pour la plupart, et si pas tous, ont déjà 6 décennies d'existence en tant qu'État, et que nous puissions, encore une fois, aller à genoux, continuons à nous infantiliser au point où, en tout cas, les esprits lucides, certains États africains lucides, vous avez vu, nous sommes à 54 pays, mais il n'y avait que 15 chefs d'État qui étaient présents à ces rendez-vous, parce qu'il n'y en avait pas rien de substantiel qu'on pouvait obtenir de ces rendez-vous. Avant de faire l'état des lieux, vous m'avez présenté comme économiste. Économie, c'est quoi d'abord? Parce que quand on parle de l'économie, je vais faire simple. Économie, ça vient du mot grec, aikos, nomos. Aikos signifie maison, et nomos, norme. C'est-à-dire, ce sont les règles de la gestion d'une maison. Bon, vous êtes journaliste, certes, vous êtes aussi ménagère. Vous devez comprendre, pour gérer votre maison, et si vous devez
recourir à une main externe, à un étranger pour venir gérer votre Vous aider. Donc il y a un sérieux problème à ce point-là. Et je disais que nous sommes infantilisés, mais si le mot est trop fort, donc alors, sommes-nous sous curatelle? Parce qu'on parle de la sous-tutelle, c'est quand on est enfant, mais la curatelle, c'est quand on est majeur protégé. Alors, dans les cas de figure, je ne peux pas dire que nous sommes encore enfants, à 60 ans d'âge. 61 ans. 61 ans d'âge, dans quelques jours. Donc, nous sommes sous curatelle. Nous sommes des majeurs qui doivent être protégés. Parce qu'à nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous émanciper. Faisons le tableau, l'état lié des économies africaines. Mais c'est toujours les mêmes problèmes. Depuis l'accession de nos pays à l'indépendance, tous les pays, en tout cas tous les pays africains, ont une caractéristique, qui sont des pays totalement dépendants de l'extérieur. La caractéristique de l'économie africaine, c'est une économie extravertie, avec une triple dépendance, dépendance financière, dépendance économique et technologique et dépendance, je disais, commerciale. Donc, à 60 ans, je ne pense pas que nous puissions répondre à l'appel d'un moniteur qui veut nous aider. Et encore là, je note que c'est un rendez-vous manqué. Tenez. Déjà, parce que le 285 milliards sont là. Il n'y a rien de tel. Parce que M. Macron, que je respecte, il a prétendu qu'il va faire le plaidoyer pour qu'on mette à la disposition des États africains 100 milliards de dollars, qui, en principe, 100 milliards de droits de tirage spéciaux. Je crois que je vais en revenir pour démontrer la différence. C'est quoi? Parce qu'on a tendance à croire que les droits de tirage spéciaux sont la monnaie. Non, non, c'est une créance. C'est une créance que les États sociétaires, parce que FMI, nous sommes tous copropriétaires de FMI et que nous bénéficions des droits de tirage spéciaux en termes de notre apport, de notre quote-part. Et vous voyez, lui, il a plaidé pour 100 milliards de dollars, mais au finish, il n'y a que 33 milliards. Et ces 33 milliards de droits de tirage spéciaux, non, c'est en termes de promesses. Il n'y a pas eu un engagement ferme pour dire que, et même si on pouvait avoir un engagement ferme. Ce n'est pas effectif. Ce n'est pas effectif, c'est une simple promesse. Vous vous rappelez, je crois qu'on devrait avoir avec vous une émission sur les finances publiques, sur les budgets. Vous demandez aux députés qui sont à l'Assemblée nationale, tous les budgets qui ont été votés, ça fait plus de 10 ans. Les appuis budgétaires, l'apport extérieur a toujours été marginal. On a toujours fait des promesses qui n'ont jamais été tenues. Donc, ça, c'est une perte de temps. Et là, pour terminer, j'ai dit, je me suis présenté comme panafricaniste. Je m'inscris dans l'école de Joseph Kizerbo. Celui-là, cet historien pointu avait dit quoi en termes de développement? On ne développe pas, on se développe. Mais je me rends compte que malgré cette alerte, malgré cette interpellation de cet éminent historien, d'heureuse mémoire, mais c'est curieux que nous continuons à croire que notre salut viendrait de l'extérieur. Et là, pour terminer, et ça c'est un historien, mais encore un autre, que je respecte encore beaucoup, Achille Mbembe, qui est aussi panafricaniste, mais je n'ai pas compris que cet éminent, un collègue professeur, un éminent historien, que ce soit lui qui se retrouve encore à la première loge pour la préparation de ce que vous appelez grand rendez-vous. Les grands rendez-vous ratés. Alors, professeur, quels sont les axes prioritaires de ces financements? Par où commencer? Bon, de ces financements, vous savez, les financements, contrairement à ce que M. Macron a voulu présenter aux chefs d'État africains, bon, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il les a appelés, c'est pour nous appuyer par rapport à la pandémie sanitaire, mais aussi pour la gestion de la dette. C'est toujours les vieilles recettes qui n'ont pas donné les résultats. La recette n'a jamais été un défi. On a toujours présenté la recette comme un fardeau, comme un défi, comme non. Bien au contraire, nous sommes économistes, tout économiste alerte et lucide, c'est qu'on s'enrichit avec l'argent des autres. Toutes les banques qui pilulent ici et ailleurs, ils travaillent avec quoi? Avec les argents des autres. Donc,
Le fait de contracter une dette, ça n'a jamais été un fardeau, ça n'a jamais été une mauvaise chose. La grande question qui a toujours été la nôtre, qui a été toujours les Africains, est qu'est-ce que nous faisons de la dette que nous contractons? La dette n'a jamais été une chose. Je vais vous rappeler, avec le traité de Maastricht, un des critères qui était exigé pour l'adhésion d'un État à l'Union africaine, c'était que chaque État ne devait pas dépasser, en termes de ratio d'endettement public, 60%. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la première puissance économique européenne, l'Allemagne pour ne pas la citer, a un ratio de 76% de dettes publiques. Donc ça, ce n'est pas un problème. Contracter les dettes, c'est aussi un des moyens de financement. La dette n'a jamais été une mauvaise chose. Mais c'est la manière... Une des solutions. Même les entreprises, il y a ce que nous appelons l'effet de levier. C'est-à-dire, tu peux, à défaut de recourir à l'autofinancement, si vous estimez que le taux de rentabilité est supérieur au coût de l'endettement, on recourt à l'endettement. Donc, un crédit, par exemple. Ça n'a jamais été une mauvaise chose. Donc, le financement des économies, au lieu de recourir toujours au FMI et maintenant prendre l'avocat, la France, moi, il fait notre plaidoyer. Tout le monde, quel plaidoyer? La France n'a aucune influence ici en Afrique. Il fallait recourir peut-être à la Chine. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds les plus importants, c'est la Chine, en Afrique. La France, et c'est un peu de comparer la France avec la Grande-Bretagne. Toutes les colonies, est-ce que tu peux me citer une des colonies, l'ancienne colonie française, qui a pu émerger? L'Afrique francophone est toujours au cul blaqué, comme depuis 60. Mais aujourd'hui, on peut noter, ça et là, on peut voir l'île Maurice, on peut voir le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui sont des anciennes colonies anglaises qui ont émergé. Donc la France n'a plus rien à nous proposer, et d'autant plus que, je crois, nous devons tous compter sur nos propres efforts. J'ai toujours considéré, et ma thèse a été portée sur financiarisation sur la croissance endogène. C'est-à-dire la démarche doit être endogène. C'est une maison, l'économie c'est une maison. Une maison c'est au niveau interne. Au niveau interne. Au niveau interne, il faudrait déjà. Il y a des solutions. Quand ils sont allés à Paris, est-ce qu'ils avaient déjà quelque chose à présenter aussi à ces grands bailleurs, entre guillemets, aux partenaires? Bon, et puis même le FMI. Que ce soit le FMI ou la Banque mondiale, je n'ai pas, en tant qu'économiste et en tant qu'être pour intellectuel, je ne vois pas un pays qui a réussi à se tirer du gouffre grâce à l'apport de la Banque mondiale et l'FMI. Et l'FMI apporte des appuis financiers conjoncturels. C'est pour améliorer les réserves d'un État ou pour corriger la balance de paiement qui est commercial déficitaire. Mais quand il s'agit de développement pour des projets à long terme, c'est la Banque mondiale. Moi, je ne vois pas que FMI, avec les tirages spéciaux qui datent de 1969, ce n'est pas avec les tirages spéciaux, c'est-à-dire on vous accorde les pays derrière pour corriger le déficit commercial ou pour les pays comme les nôtres. C'est nous qui avons IAP réussi à vider toutes nos réserves, la banque centrale, et l'FMI vient en appui pour essayer un peu de nous renflouer de manière à ce que nous ayons quand même des réserves d'échange. Donc, je voulais répondre par rapport au financement. C'est que le financement, ça peut être interne, ça peut être aussi externe. Mais tenez, l'Europe s'est construite par le financement externe, par la dette. Vous vous rappelez du plan Maréchal, la France, l'Allemagne et tous ces pays, ils ont recouru au financement classique. Mais je vous ai dit qu'à ce jour, le financement classique et le financement bancaire a montré ses limites. Il faut recourir à un autre mode de financement. Et lequel, par exemple? La financiarisation. Moi, depuis 10 ans, j'ai fait le plaidoyer de nos économies. Plaidoyer des marchés financiers. J'ai fait le plaidoyer pour que nous arrivions à avoir une bourse de valeurs mobilières. C'est aussi une forme de financement. Mais aussi, à défaut de... Ça, c'est mon approche. Mais à défaut de mon approche, voyons ce qui s'est fait en Asie. L'Asie, ils ont recouru à un financement de partenariat PPP, partenariat public-privé. Donc l'État peut recourir pour
la construction des routes et la construction, recourir à des partenaires privés qui financent et l'État, soit les privés financent totalement et l'État se contente du fisc, ou alors on met ensemble. Maintenant, pour la question de l'Afrique, voici les recettes qui me semblent idoines. D'abord, la première recette, je l'ai dit, c'est la financiarisation de l'économie, avoir des marchés financiers au niveau interne performants de l'Afrique. Mais à défaut de ça, mais il y a aussi une forme. Vous savez que les recettes les plus importantes et les plus sûres d'un État, c'est le fisc, c'est la fiscalité. Mais quand je parle de la fiscalité ici, je ne fais pas allusion. Déjà, dans notre pays, nous vivons ce qu'on appelle le terrorisme fiscal. Non, je ne cherche pas à augmenter la pression fiscale, non, à élargir l'assiette. Oui. Parce que, vous savez, la plupart de nos économies, à 80%, sont tenues par l'informel. Quand les entreprises informelles, donc, ne sont pas perçues par les fiscs, ça pose problème. Donc, il y a moyen d'assouplir et aussi de recadrer et puis faire en sorte que ces secteurs informels. Tous ces secteurs informels de manière à les rendre formels. Ça, c'est une forme. Est-ce que c'est une situation générale en Afrique? Apparemment, dans plusieurs États. À part quelques États comme du Maghreb et peut-être en Afrique du Sud, mais le reste des États, nous sommes toujours ces goulots d'étranglement-là qui nous tient depuis nos indépendances. Nous sommes une économie informelle, malheureusement. Et là, quand nous avons une économie informelle, donc même pour notre État ici... On ne sait pas parler trop du développement, non? On ne peut pas parler du développement, parce que le développement, en réalité, c'est quoi? Mais on a besoin de petites et moyennes entreprises. Mais si c'est les gros de ces petites et moyennes entreprises sont dans l'informel, donc ça échappe carrément à l'État, ça ne participe pas à la création de richesses, mais aussi à la création d'emplois parce qu'ils sont dans l'informel. Donc, première piste de solution, c'est la fiscalité. Très bien. La fiscalité, c'est il faut procéder par l'assouplissement fiscal et ça va élargir l'assiette fiscale. Donc, mais s'il faut tout le temps parler du doublement, c'est pas aussi assouplir? Non, les doublements là, non, c'est un faux problème. C'est-à-dire, quand on parle de doublement, vous faites allusion au régime financier. Non. C'est-à-dire, pour la plupart des cas, ces régimes financiers présentent, ils sont très minimalistes. Et ils les font à dessein pour bénéficier de ce que, parce qu'on leur accorde à la fin 5% de s'ils réalisent plus de performances, de prix, ils ont droit à 5%. Et ainsi, ils font des assignations minimalistes. Donc les doublements là, non, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on a essayé un peu de boucher quelques trous. Là où l'argent qui partait dans la poche des gens, ça revient. On parle de doublement. Non, moi je ne parle pas de ça. Je parle de l'assouplissement pour permettre. Parce que pourquoi les gens sont dans l'informel? Parce qu'il y a trop d'impôts, ils fouillent trop d'impôts. Trop d'impôts. Il y a trop d'impôts et les gens se cachent. Trop de tracasseries. Alors si on assouplit, si on fait les rabattements fiscaux, ça va permettre à ceux qui, même ceux qui sont dans l'informel, ils viendront se présenter. Et puis on va réduire. Si on réduit à ce stade même de moitié les taux de l'informel, ça va accroître nos richesses, ça va accroître les recettes publiques et les recettes publiques vont permettre à l'État de financer son économie. Parce que le premier acteur principal d'une nation, c'est l'État. On a vu même des pays ultra-libéraux comme les États-Unis. Peut-être on en parlera avec la Covid. Vous voyez, comment voulez-vous... C'est l'État lui-même qui a... Là où je ne comprends pas, mais c'est Macron, quand il parle de New Deal. New Deal, là, il a gavaudé le concept. C'est un concept d'emprunt. Ce concept a été, pour la première fois, c'est Roosevelt. À 83, vous vous rappelez, avec les crashs financiers de 29 septembre 1929, où les économies américaines, à l'époque a été en difficulté et il fallait, et c'est ainsi qu'il a parlé. Et quand il a parlé de New Deal, c'était à l'époque, il y avait des éléments. Ce ne sont pas dans les mêmes circonstances qu'actuelles. Non, mais c'est même dans les mêmes circonstances. Je termine comme ça, vous allez comprendre. Et quand il a fait ça, il y avait à court et à long terme des actions qui devaient être menées. À court terme, c'est pour... Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, les social est frappé de plein fouet. Vraiment. Il faut soutenir les sociales à court terme. C'est là où est venue même l'expression de 100 jours. 100 jours. Voilà. C'est que dans 100 jours... C'est un peu de soulager la population, tant soit peu. Et puis,
Là, ça s'est fait de 1933 à 1934. De 1933 à 1934. Et puis, de 1934 à 1938, il y avait maintenant des plans pharaoniques de relance économique. Parce que est-ce qu'on peut relancer? On vous propose 33 milliards. Et s'ils tiennent, c'est que chaque État aura combien? Et quand on fait des projets, avec des grands projets importants à long terme, avec 285 milliards, par exemple, sur 5 prévu. Parce qu'ici, tous les États africains n'ont pas eu des plans d'urgence pour secourir, parce que nous sommes enfermés, nous sommes confinés, l'activité au ralenti, la récession, qui même, à la limite, je peux dire même, on assiste même à la dépression, parce que la récession, c'est limite. Nous vivons une véritable crise. Alors, donc, avec ces solutions cosmétiques-là, je ne pense pas que ce soit une solution. Deuxième solution, il y a d'autres, je les respecte, il y a d'autres collègues qui estiment, d'autres chercheurs qui estiment qu'une autre façon, c'est relancer les travaux des infrastructures. Il faut commencer par, je vous ai toujours dit dans cette émission, il faut relier. Nous sommes un grand marché. Mais je suis parfois scandalisé. Quelqu'un qui est à Bukavu, il préfère acheter à Ouganda, à Rwanda, qu'il d'acheter ici. Parce que le coût des transports est énorme. Relier. La République part de routes. Part des routes. Et parce que les routes, je les ai toujours qualifiées comme des industries industrialisantes. Quand on construit une route, le long de la route, on met les stations essence, ça crée de l'emploi, on met une boutique, on met une pharmacie, ainsi de suite. Il y a engouement. Et ça crée l'activité. Les paysans. Il y a échange aussi. Il y a échange. Le commerce, l'économie, c'est l'échange, c'est la circulation. Parce qu'on parle de la mondialisation aujourd'hui. Il faut que la circulation se fasse à l'interne, avant d'envisager une circulation à l'externe ou entre États. Donc ça, c'est une première solution. Et une autre aussi, c'est l'énergie. On ne peut pas engager l'attractivité économique s'il n'y a pas, il y a un déficit énergétique, comme c'est le cas ici chez nous. Et je doute fort que les courants que nous utilisons ici soient les courants de la SNEL. Je n'ai rien contre la SNEL. Mais ça, c'est un élément. Alors que nous avons un potentiel hydroélectrique énorme. Donc, si on booste l'énergie, c'est-à-dire l'électricité et l'eau, mais les investisseurs viendront d'eux-mêmes. Et maintenant, pourquoi il n'y a pas d'investisseurs sérieux? C'est parce qu'il n'y a pas d'énergie. Ils vont se débrouiller eux-mêmes avec tout ça. Le coût d'exploitation devient énorme et ça répercute ici les prix des requins et là, les produits qui vont nous proposer les biens et services ne seront pas compétitifs. Donc voilà les quelques solutions qu'on peut en interne. Parce qu'il faut toujours considérer que les développements comme la croissance c'est du domaine de la culture endogène. Ça doit se créer de l'intérieur. De l'intérieur. Il ne faut pas toujours être maintendu vers l'extérieur, qui lui-même est en difficulté. La France, comme d'autres États, ils sont en difficulté, en récession. La pandémie, ce n'est pas pour minimiser les dégâts, mais quand vous regardez les effets pervers de cette pandémie, elle est plus ressentie à l'extérieur qu'ici. Parce qu'on nous parle, d'après les bilans macabres, il y a au moins, cette pandémie a réussi à décimer au moins 3,5 millions de personnes. Mais ici en Afrique, c'est autour de 130 000 morts, officiellement. Ici, c'est par rapport aux sources officielles. C'est pour dire qu'en termes de dégâts, en termes de conséquences nocives, cela a été plus ressenti. Et voilà, parce que vous avez parlé de Macron, qu'est-ce qu'on a envisagé? On a dit qu'on met 650 millions. 650 milliards de droits de tirage spéciaux. C'est quoi le droit de tirage spéciaux? Merci, une très bonne question. Le droit de tirage spéciaux, ça a été créé en 1969. C'est-à-dire, c'est une forme de créance. Ce n'est pas une dette. C'est-à-dire, l'FMI, comme nous sommes tous sociétaires, considérez l'FMI comme une entreprise. Et chacun de nous est actionnaire. Et l'actionnaire principal, c'est, évidemment, vous en doutez, c'est les États-Unis qui ont au moins 17,5 ou 18% de parts. Alors, ils créent ces actifs qui sont en réalité des actifs. C'est-à-dire vous pouvez bénéficier des directs, c'est-à-dire vous bénéficiez d'une créance que vous pouvez obtenir des FMI et convertir en monnaie pour résoudre un problème conjoncturel. C'est ça, c'est une créance, ça ne crée pas une dette. C'est-à-dire que quand on donne 2 milliards de tirages spéciaux, vous n'allez rien payer.
en retour, à contrepartie. Okay. C'est une forme de don. C'est-à-dire c'est un droit. Ce n'est même pas un don. C'est un droit. Un droit parce que je suis actionnaire. Tous les États du monde sont actionnaires du FMI. En cas de difficulté, chaque État peut bénéficier de son droit parce qu'il est actionnaire. Très bien. Et ce qu'on nous donne là, ce n'est pas un don, c'est un droit qu'on exerce. Et dit, bon, j'ai par exemple 2 milliards en de tant dirhams. 2 milliards associé au FMI. Associé. En termes de dividendes, s'il faut raisonner comme on était dans une micro-entreprise, dans une entreprise, dans la microéconomie, voulais-je dire. Et ça, c'est un droit. Si on vous donne 2 milliards de tirages spéciaux, c'est que l'FMI est obligé. Ça ne dépend pas de la faveur. Obligé de vous c'est pas accorder. une faveur. Non, ce n'est pas une faveur. Et si c'était une faveur, vous voyez même la répartition. Si 650 milliards, mais nous, on nous a dit quoi? On donne seulement 33 milliards. C'est parce que notre faible participation. Okay. Nous sommes des actionnaires minoritaires. Vraiment. Mais le reste de là revient toujours aux pays entre guillemets riches. Voilà. Donc, alors que s'il y avait solidarité, s'il y avait solidarité, mais c'est Macron que vous présentez comme notre avocat, mais il aurait obtenu les 100 milliards qu'il a demandé auprès de ses pairs. Mais personne n'a accepté. Pourquoi? Parce que l'Afrique, les États... Non, vous devez comprendre qu'il faut ce que j'appelle... Quel est le vrai problème? En économie, il y a le darwinisme économique. Les plus forts sont toujours forts et les plus faibles disparaissent. Donc, vous êtes en état de faiblesse, on vous impose la loi. La Fontaine nous avait dit la raison du plus fort est la meilleure. Quand on est en association, si je suis actionnaire majoritaire, c'est moi qui dicte la loi. Donc là, devant les États, il n'y a pas de faveur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas... Non, ce sont des intérêts et je crois là, on fait prévaloir les droits et la quote-part de chacun de nous. Et il revient à ce que nous bénéficions. Si les 650 milliards de tirages spéciaux, nous n'avons que 33 milliards. Alors que nous sommes à 54 États. 54 États. Et ça, c'est au niveau des promesses. Ce n'est pas encore réalisé. C'est un engagement ferme. Et là, on vous dit, c'est pour vous appuyer pour la vaccination. Je ne vais pas revenir sur ces débats qui... oui, mais non, mais ils ont dit ça, Madame FMI l'a dit. C'est pour vous aider. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que non, dans tous les cas, on a encore besoin de la main-d'œuvre africaine. Si vous devez mourir, l'Afrique, l'Europe est vieille, la population est vieille, l'Asie aussi, vous vous rappelez même la Chine, qui autrefois ne voulait pas qu'un couple chinois ait plus d'un enfant, mais aujourd'hui elle a accepté que vous êtes un couple. Par rapport aux enjeux. Oui, parce que la population a vieilli, on a besoin de la vitalité, on a besoin de la jeunesse. Et nous, c'est un atout majeur, 60% de la population africaine est très jeune, très dynamique. Et donc, ils vont vous accompagner, ils cherchent aussi à négocier de manière à ce qu'on aliène les droits intellectuels, c'est-à-dire qu'on facilite les transferts technologiques et les droits intellectuels, c'est-à-dire les inventaires de ces vaccins acceptent à ce que ces vaccins soient produits ici localement sans qu'on leur paye les droits de brevets, d'invention, les droits d'auteur. C'est parmi les facilitations. C'est le plaidoyer. Mais c'est une facilitation, mais qui n'est pas encore ferme. Ça, c'est ce qu'ils comptent faire, mais ils n'ont pas entre il n'y a pas encore de mise en dire et œuvre. les faire. Il y a toujours une marque. Donc, il ne faut pas toujours compter. Vous êtes maman, si vous mettez de l'eau pour faire la farine, vous attendez à ce que les voisins vous amènent une farine imaginaire. Imaginaire, ça le crayon de l'intérieur, je crois. Nous sommes quand même une merveille géologique et nous avons assez d'atouts pour permettre de financer nous-mêmes nos économies. Professeur, sans recourir aux autres. À l'aumône, ça l'aura ridicule. Professeur, il y a une opinion qui pense que l'économie africaine est à relativiser. L'économie à relativiser, c'est-à-dire... Donc, c'est comme si on n'a plus vraiment droit à ce qui s'est passé là. Nous n'avons pas le même droit par rapport aux 33 milliards, par exemple. Il y a des critères. Il y a des critères et l'économie est relative. Donc, par rapport aux situations sur place des États, non. par rapport à ce que vivent les États,
Donc, nous n'avons pas la même situation. Non, même nous n'avons pas la même situation. Je comprends ce que vous voulez dire. Ces financements-là, oui. comment répartir? Non, c'est au prorata. On ne peut pas avoir tous. On n'est pas. Le communisme a disparu. On ne croyez pas que. Quelle que soit l'Union africaine, c'est cette unité-là. L'Union africaine, la solidarité, c'est des bouts de lèvres. Ici, il faut faire prévaloir les droits, la loi. La solidarité africaine, c'est bien. Mais la solidarité ne doit pas être déclamatoire, elle doit être factuelle. Mais face à des problèmes, nous, ici, quand nous avons les défis sécuritaires, qui nous cause ces défis sécuritaires? C'est vrai, il y a des collabos qui sont tapis ici. Mais c'est souvent ceux qui viennent d'ailleurs, en dehors de nos frontières. Oui, la solidarité. Non, ça va. D'accord. Prof, 60 ans après, qu'est-ce qu'il faut retenir des économies africaines? Est-ce qu'il faudrait toujours... Alors, comment s'organiser? Nous, en tant que... nous sommes à la présidence de l'Union, à la tête de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous représentiez le chef de l'État maintenant, comme vous êtes là, en tant qu'expert, quelle est la solution? Comment aider ces États en tant que président de l'Union africaine? Comment aider les autres États? Non, je vais vous dire, je vais me donner mon opinion personnelle. Vous savez, chez nous ici, on a cette phobie de pouvoir, président. Non, il faut seulement te dire raison garder. Président, c'est une fonction protocolaire. Je vous dis, peut-être ça va vous choquer, mais c'est une fonction protocolaire qui n'est pas dit que quand on est président de l'Union africaine, vous avez préséance. Je vais vous dire, par exemple, à la réunion qui s'est tenue dernièrement, des G20, mais pourquoi on n'a pas invité les présidents de l'Union africaine? On a préféré inviter le Sud-Africain. Sud-Africain, parce que c'est ça. Qu'est-ce que nous représentons réellement? C'est le rapport de force. Si la balance, qu'est-ce que nous représentons? Quand vous prenez la RDC par rapport à l'Afrique du Sud, mais il ne faut pas quelque chose à donner l'Afrique aux du autres. Sud, c'est le pays le plus développé d'Afrique. Mais deuxième pays, deuxième puissance économique africaine, après le Nigeria. Voilà pourquoi, parce qu'il a quelque chose à proposer. Nous sommes toujours un espace de consommation. Il faut changer le paradigme. Vous avez posé la question. Depuis l'indépendance, l'Afrique a toujours été considérée comme les réservoirs de matières premières et les débouchés des produits exotiques. Il faut changer la donne. Pourquoi doit-on continuer à être toujours un réservoir de matières premières? Et quand vous remarquez, nos économies africaines, toutes, elles sont extraverties. Et nos économies, il n'y a que le secteur primaire qui est mis en exergue. C'est-à-dire nous sommes là pour creuser, remettre aux autres pour en faire, et ça nous revient toujours 10 fois plus cher que ce que nous créons. Donc il faut, je vous ai toujours dit, l'économie, autrefois on parlait qu'il y a 3 secteurs, primaire, secondaire, tertiaire. Maintenant, actuellement, nous avons 4 secteurs. Nous avons les secteurs primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. C'est ce que nous appelons l'économie numérique. Mais tenez ici en Afrique. En Afrique et puis en RDC. En RDC, je n'ose pas parler de la RDC. Là, c'est encore pire. Parlons de l'Afrique de manière générale. Sur 10 emplois créés, vous allez remarquer en Afrique, 6 ressortent du secteur primaire, secteur agricole. Le secteur agricole. 3 secteurs tertiaires. Il n'y a qu'un seul emploi du secteur secondaire. Et secteur quaternaire, 0. Alors quand vous allez ailleurs, le secteur qui est pourvoyeur des emplois, aujourd'hui, c'est le secteur secondaire et quaternaire. Mais nous ici, ne parlons pas de numérique. Le taux de pénétration numérique est à 6%. La moyenne africaine est à 24%. Très donc, faible. Il y a trop dans l'alphabet numérique. Et je m'excuse, il y a certains même de nos collègues professeurs qui sont encore en alphabet numérique. Et donc là, ça pose problème. Or, l'industrie, pourquoi on n'arrive pas à industrialiser? Même pour avoir une taillerie de diamants, ça pose problème. Nous exportons tout. Et nous importons tout. Nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que nous produisons. C'est paradoxe. Il faut qu'on arrête. Après 6 décennies d'existence en tant qu'État, les États africains doivent repasser
imaginer un nouveau paradigme. Parce que les paradigmes les plus prisés, c'est les paradigmes qui favorisent la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est au niveau secondaire. L'industrie. Il faut que l'industrie naisse. Et que les quaternaires, si on ne peut pas à ce stade parler du quaternaire, parlons du secondaire. L'industrie africaine n'existait pas. Même pour les kirdans, on devait importer de l'extérieur. Vous vous rendez compte? Des kirdans. Alors que nous avons des bois des ici bambous. à tout le monde. Ça pose problème. Recréons l'industrie. Et premier élément, c'est-à-dire arrêtons avec la désarticulation de l'économie. Il faut, comme je vous ai toujours dit, le secteur primaire soit le pourvoyeur du secteur secondaire. On a accueilli beaucoup de mangues, on ne peut pas tous les consommer. Vraiment. Il faut les conditionner pour que ça devienne des jus. Et quand on a fait des jus, on ne sait pas tout consommer les jus, on les commercialise. Et là, l'industrie intervient. C'est l'industrie, c'est la transformation. Deuxième élément, il faut qu'il y ait on est à l'ère nous sommes une économie ouverte. La circulation. Moi, j'ai mon épouse. Nous sommes entrés dans la zone de libre-échange. Mais qu'est-ce que vous proposez à la zone de libre-échange? Vous êtes un espace de consommation, vous n'êtes pas un espace d'échange. Parce que quand vous êtes dans cette... je vais bien. Mais qu'est-ce que nous proposons? Nous sommes à rendez-vous du donner et de recevoir. Bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez? La chikwang, qui n'a jusque-là, depuis qu'on l'a... Depuis nos grands-mères l'ont fabriqué. Il n'y a pas eu d'innovation. C'est ce que vous allez proposer. Non, je crois, arrêtons. Nous sommes dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'organisations, alors qu'il y a des opportunités. Je salue d'ailleurs, c'est un de mes maîtres qui est à la tête de cette institution. Zone de libre-échange économique. Je salue aujourd'hui le professeur Claude Soumata. C'est un de mes maîtres, qui est un homme très talentueux, pétri d'intelligence et assez rare. Mais le problème, c'est qu'on va lui donner tous les moyens de sa politique. Si on met, comme je connais, c'est quelqu'un que je connais très bien, si on lui donne tous les moyens qu'il faut, il peut faire changer les choses. Parce que c'est non seulement qu'il est professeur, il est comme moi, il est chercheur. Il publie. En tout cas, il va se débrouiller. Et lui, c'est un chercheur et lui, il fait des publications. Il va se battre. Il est de notre côté où nous sommes des producteurs des idées pour les autres. Lui n'est pas consommateur des idées des autres. Donc, du moins pour ce cas précis, je salue l'initiative parce qu'au moins, pour une fois, ils ont mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À la place qu'il faut, mais... Le prof Claude Soumata. Mais quels sont les grands enjeux autour de cette zone de libre-échange économique? Mais quand il y a libre-échange économique, mais toujours, on est dans le cadre de la mondialisation, il faut que ça circule, la circulation des biens et des services. Mais vous allez faire circuler quoi? Bon, libre-échange, c'est-à-dire, vous dites... comme le mot libre-échange, c'est-à-dire, or, nous sommes une économie douanière. Parce que les gros de nos ressources viennent de la douane. Bon, si vous dites que non, libre-échange, c'est-à-dire, le fait que nous gagnons à travers la douane, les gens vont commencer à entrer avec les... librement, sans payer la douane. Bon, maintenant, il faut compenser quand ils entrent. Alors que si nous aussi nous produisons, comme nous sommes dans la libre-échange, c'est que nous produisons aussi. Nous allons aussi ailleurs, nous vendons. Mais ici, le problème, c'est que nous ne produisons rien. Nous allons commencer, tenez, chaque fois que nous importons, c'est la fuite des capitaux. Chaque fois que nous exportons, et c'est nous qui perdons. Produits à valeur ajoutée, il y a rentrée de devises. Donc, mais je sais que, comme je l'ai dit, mon maître Claude Soumata, il comprend toutes ces choses de l'armier et il va proposer de manière à ce que nous arrêtons d'être un espace de consommation, que nous devenions aussi un espace de production. C'est ça aussi. Parce que la production, c'est ce qui est déterminante. Si nous devons consommer, si au moins nous consommons les produits qui sont produits localement, là, l'argent, il n'y a pas fuite de capitaux. Mais nous consommons même ce que vous avez dit beaucoup. Les piodis, ce sont des déchets alimentaires. Vraiment. Des poissons à valeur nutritive nulle. Donc, est-ce qu'on ne peut pas changer de paradigme? Premier élément, il faut arrêter la désarticulation et créer l'intégration au niveau national, chaque État, avant d'envisager l'intégration régionale et l'intégration de nos économies en interne. Deuxième élément, arrêtons avec l'extraversion économique, faisons maintenant l'introversion économique. Très bien. 3, la financiarisation, vous connaissez, ça fait 10 ans. J'ai fait un plaidoyer pour que nous ayons des marchés financiers.
je rêve d'une bourse de valeur mobilière en RDC. Et dans beaucoup de pays en ont déjà. Même les petits Gabon, les petits Rwanda ont ils en ont déjà. Donc il n'y a pas de raison que nous continuons à occuper jalousement la quai. Il n'y a pas de raison. Nous sommes une grande nation, nous avons de l'ambition. Le Mumba nous avait dit que nous serons les moteurs de développement de l'Afrique, donc ça traîne. Professeur, est-ce que l'Afrique n'a plus le droit à s'endetter? Non, c'est faux. Ça, c'est un faux débat. Il faut s'endetter. Moi, je vous ai donné l'Allemagne. Bon, les pays les plus endettés du monde ce sont les États-Unis, non? Les pays les plus riches, les pays les plus endettés. Les plus endettés. Le problème, il ne faut pas qu'on vous mette des choses dans la tête. La dette n'a jamais été... Même dans les entreprises, je vous dis qu'on parle même de... Même au niveau du quartier, même au niveau entre nous les ménages. Mais oui, le problème, c'est de qu'est-ce que nous faisons de la dette? Quelle est l'affectation de cette dette? Mais quand vous prenez l'argent d'autrui et vous mettez l'argent d'autrui pour tout le monde, vous mettez dans la poche. Ça, c'est dangereux. Vous achetez des là, maisons maintenant, et tout ça. c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. La dette n'a jamais été mauvaise. On s'enrichit avec l'argent des autres. Avec l'argent des autres, on s'enrichit. Mais les banques, toi, tu crois que les gros... Qu'est-ce qui constitue la fortune des banques? L'argent des autres. C'est tout ce que nous allons déposer là-bas. Mais c'est notre argent. Votre argent me dit qu'ils sont riches. Ils sont riches, voilà. Professeur, on est presque à la fin. Le 5K, parce que c'est au niveau de ces sommets, c'était vraiment déjà, le 285 milliards, c'est de 2021 à 2025, une période allant de 2021 à 2025. Quelle est la chance que vous accordez à ces financements? Et vous regardez votre caméra avec tout votre cœur, vous donnez des pistes, des solutions. Vous commencez par déjà en tant que, bon, puisque ce sont des grades, des titres, mais nous sommes quand même à la présidence de l'Union africaine en tant que RDC présidente de l'Union africaine. Et puis, vous regardez votre caméra, vous donnez des pistes, des solutions, mais moi, je veux que vous puissiez donner des solutions que vous avez travaillées dans votre travail, dans votre thèse. J'aimerais vraiment que vous puissiez en ressortir encore maintenant, mais avec tout votre cœur. Voilà, parce que je suis les médias, même les réseaux sociaux, on nous rabat les oreilles que l'Afrique a connu une période de croissance continue d'un quart de siècle. C'est qu'on est resté pendant... Depuis le début du 3e millénaire, on s'est inscrit, il y a même d'autres pays qui se sont inscrits même avant le début du 3e millénaire, dans les sentiers de la croissance. Mais la croissance telle qu'elle est présentée, c'est bien, je vais bien, je ne peux pas rejeter, ce sont des chiffres, mais ces chiffres-là qui à la limite, s'apparentent à des maquillages. Parce que je ne peux pas comprendre, on ne peut pas envisager une seule fois qu'il y ait une croissance économique et ça qui est des retombées sociales. Dans tous les pays du monde, quand il y a une croissance économique, donc des indicateurs sociaux, création d'emplois, amélioration du pouvoir d'achat. Mais on a constaté, vous et moi, prenons le cas de la RDC, on n'est pas allé dans d'autres pays. Et depuis 2002-2001, nous sommes inscrits dans les sentiers de la croissance positive. Même en 2014-15, on voulait même frôler la croissance à 2 chiffres. Mais quel est l'impact social? Déficitaire. C'est ce qu'on appelle les effets d'Eisenberg. C'est quoi les effets d'Eisenberg? C'est-à-dire, c'est le premier président de la Banque centrale européenne. Et quand il est venu en Afrique, il a constaté que tous les pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, il y avait des chiffres de croissance positive, mais conséquence sans impact social. C'est-à-dire, l'extérieur est embelli, mais l'intérieur est pourri. C'est comme vous êtes dans une maison, vous mettez un très bon enclos, mais à l'intérieur, c'est la crasse. C'est le cas de l'image. Donc, pour faire court, je crois que nous sommes pressés par le temps, il faut arrêter avec la croissance exogène, la croissance qui est portée sur les matières premières. Maintenant, il faut une croissance endogène. C'est même
Et ça fait 10 ans que je plaide pour une croissance endogène. La croissance doit se faire de l'intérieur. Créer des marchés financiers à l'effort l'intérieur. individuel et collectif des Congolais, des Africains, de manière à ce que ce qui sera reproduit, ça va refléter réellement l'effort individuel et collectif et ça aura un impact social parce que quand il y a croissance, ça doit avoir un impact. Et ici, il y a des contradictions terribles. En économie, nous disons, quand les bâtiments vont, tout va. Mais ici, ça fait 10 ans qu'on assiste à un boom immobilier, même ici à Kinshasa. Mais ça n'a aucun impact. C'est parce que, bon, peut-être nous sommes traqués par l'État. Il faut 4 choses. Création des marchés financiers, relance de l'énergie. Il faut que l'énergie soit au cœur. De très bonne qualité. L'énergie soit là. L'eau et l'électricité. Relier la République par des routes. Par des routes. Et puis, assouplissement fiscal. Très pour bien. Améliorer tant soit peu les taux de l'économie informelle qui est au-delà de 60%. Donc, avec ces quelques recettes, bon, je vois que professeur, j'aurais souhaité non, c'est pas fini. Bon, peut-être je sais que vous n'avez pas fini. Ce que vous serez encore de retour pour continuer avec ce que vous êtes en train de dire est très, très, très important. Professeur, je vous invite déjà au prochain numéro. Je suis disponible à tout moment. À répondre à vos invitations. Et surtout que vous êtes serviteur de la République. Je suis serviteur de la République. Très bien. Nous devons être, parce que j'ai toujours considéré que la mutation sociale est toujours élitiste. Il faut que l'élite se mette à l'avant-plan et que les médiocres se retirent. Merci beaucoup, professeur. Voilà, c'est la fin de ce numéro de ce soir. C'était les professeurs Omeonga Nico, professeur à temps plein à l'Université pédagogique nationale. Il est économiste. Il est chercheur, auteur de plusieurs ouvrages. Voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci au professeur Madame Rosalie Matondo depuis l'université Marien Ngouabi, depuis l'université de Kinshasa, tout le corps professoral de toute la République. Voilà, vous qui nous suivez. Et merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à vous. Et prenez rendez-vous déjà jeudi, tous les jeudis à 20h20. Et la rediffusion, c'est déjà vendredi à 11h10. Entre-temps, portez-vous bien et une très bonne suite des programmes sur ATV, la télé autrement. Au revoir.